La force de Storytodoc, c'est qu'on arrive à trouver le chemin par là. Et toutes ces petites vidéos, en fait, le product manager va les voir, va les valider. Donc, s'il y a une erreur, il va aller corriger l'IA. On a deux moyens de corriger l'IA. Soit vous allez lui dire, non, c'était pas par ici qu'il fallait aller, c'est par là. Donc, c'est une erreur de guidage. Donc, vous allez lui dire, non, pas ici, va par là plutôt. Soit c'est une erreur de prompt, c'est-à-dire, non, mais tu as oublié de remplir ce champ. Mais en fait, c'est plutôt cette valeur qu'il faut que tu utilises, j'avais oublié. Donc vous allez modifier le prompt et relancer. Donc on reproduit un contenu, on vous le resoumet pour validation. Et vous, en tant que PM, vous dites ah ok c'est bon. Et là dans ce cas-là vous validez. Et quand vous validez, la vidéo devient accessible et est automatiquement ajoutée dans une librairie en fait, un peu le YouTube. On nous appelle de plus en plus le YouTube du produit parce qu'en fait c'est vrai qu'on a une vidéo pour tout à la fin. Et quand vous allez faire une nouvelle mise à jour de votre logiciel, vous cliquez sur un bouton, on refait toutes les vidéos. Donc je vais laisser la parole maintenant à la première personne, Mathieu Poyen, pour le Prompt Engineering, a Key to Qualitative Answers with AI. Wow. Bravo. Donc je vais vous parler effectivement de la bonne manière de parler à votre IA pour obtenir des réponses qualitatives et surtout exploitables pour un dev suivant. Donc pour me présenter, je m'appelle Mathieu Poignant, je suis un développeur PHP et Symfony, j'adore le bac. J'ai commencé en 2010 à Periscope, je connaisse. Ensuite j'ai un petit peu bourlingué dans les ESN et je suis revenu sur des petites structures comme Highlight pour un petit peu me consacrer à des projets dans lesquels je suis plus impliqué. Donc on va partir sur un cas pratique. On a un petit plugin Chrome avec lequel on va capturer des actions. Vous allez sur un site web, vous faites différentes actions, et donc ce plugin acquiert toutes ces actions, va faire une liste d'actions. Donc là, typiquement, on est sur une mire de login, on a cliqué sur un champ username, un champ password, on a rempli tout ça, on a cliqué sur le bouton login, et derrière, donc, le plugin passe la main à Storytodoc qui lui génère la story. Et donc, le petit besoin qu'on avait à satisfaire, c'était de trouver un titre à cette story, pas avoir un champ vide. Quand on arrive, le logiciel est déjà deviné ce qu'on était en train de faire. Donc là, typiquement, ce qu'on attend, c'est se connecter à l'application en français et comment on veut pouvoir l'exploiter dans un format JSON exploitable. Donc, sur une IA de minutes, on peut essayer de commencer à essayer d'imaginer une solution algorithmique. C'est-à-dire qu'on va essayer donc de deviner ce type de user story, enfin de story exactement, à partir de la dernière action, par exemple. On se souvient qu'on a cliqué sur le bouton login, donc on peut se dire, bon, là je suis en train d'essayer de me connecter. Ou une autre approche, ça serait de me dire, je me constitue un dictionnaire de données, j'essaie de matcher le plus de mots-clés possible avec ce que je suis en train de parser. Et puis à partir de ça, je génère un titre le plus qualitatif possible. Donc cette approche, elle se défend, mais on s'aperçoit qu'elle a des limites. Déjà simplement parce qu'elle est très déterministe. On va assez facilement s'enfermer dans une logique métier, parce que c'est nous qui choisissons les mots-clés, c'est nous qui allons définir des règles pour dire si je fais telle action, dans ce cas-là, je génère tel titre. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même créer une donnée. Avec un algorithme, on peut vite se retrouver limité ou tourner en rond, c'est-à-dire toujours avoir un petit peu les mêmes résultats, donc c'est pas terrible. Comme on a l'IA, autant s'en servir. Utiliser l'IA, ça veut dire avoir quelques petits challenges. Le premier, ça va être lié avec l'alignement d'IA. Pour juste resituer, l'alignement d'IA, ça veut dire essayer d'avoir une demande auprès de notre IA et avoir un résultat qui va s'aligner le plus possible avec ce qu'on demande. Le cas plus courant, l'exemple le plus courant d'alignement, c'est par exemple on demande de créer des items, des trombones, des cure-dents, et l'IA en fait, si on ne lui donne pas plus de contexte, va vous produire autant de cure-dents, de trombones que vous voulez, sans tenir compte de tous les paramètres autour. Donc si on va dans un futur un peu apocalyptique, ce serait l'IA décide d'annihiler toute vie sur Terre pour pouvoir vous produire la quantité de cure-dents que vous lui avez demandé. Donc, pour revenir à notre besoin, si on ne veille pas à être très précis avec l'outil IA, on peut s'apercevoir qu'on peut avoir un résultat qui va s'éloigner de ce qu'on voulait et
un des premiers aspects qu'il va falloir un petit peu satisfaire, c'est que pour parler de notre IA, on peut s'adresser tout simplement en langage naturel. C'est ce qu'on fait généralement, on attaque ChatGPT, on lui pose des questions, elle nous répond, c'est cool. Sauf que là, on ne va pas forcément bien formater nos données, pas bien les standardiser, donc, et il faut quand même que notre prompt soit lisible par un être humain, parce qu'on peut le faire évoluer, on peut un petit peu pouvoir le modifier. Donc, un bon compromis, c'est d'utiliser Markdown par exemple, où là vous allez pouvoir écrire des titres, vous allez pouvoir faire des listes, vous allez pouvoir donner des blocs de code. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir parler à votre IA. Et ce qui est important aussi, c'est de préciser à votre IA, moi je veux un format de sortie, c'est-à-dire ne me réponds pas juste des phrases, je veux que tu me donnes un objet. Donc là typiquement nous pour notre titre, je vais dire que tu me fais un objet avec un objet JSON, avec un attribut qui sera title, et tu mets le titre dedans. Terminé. Deuxième aspect, c'est que l'immense majorité des données dont il nourrit l'IA seront en anglais. Donc le mieux c'est de lui parler aussi également en anglais. On tourne tout notre prompt en anglais. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'anglais en sortie. On nous dit, bah, écoute, réponds-moi en allemand, réponds-moi en français. Je veux. Tout ça, il faut le préciser vraiment dans votre prompt. Et enfin, il faut bien aussi donner des exemples. Parce que votre IA, justement, vous allez essayer de tourner votre prompt de manière la plus précise possible. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir lui dire, écoute, voilà, quand je te donne ce type d'exemple, ce type d'action, je m'attends à avoir tel résultat. Donc il ne faut pas hésiter à penser ces exemples un petit peu comme des tests unitaires. Ça vous partez vraiment dans les cas minimaux, les plus simples, par exemple celui qu'on a avant d'entrée, je remplis un username, je remplis un password, je clique sur login, donc je m'attends à voir se connecter à l'application. Il ne faut pas hésiter à essayer de pousser un petit peu les potards et dire, bah tiens, sur des cas un petit peu limites, où je te donne des actions un petit peu nébuleuses, là je m'attendrai plutôt à ça. Donc ça va nourrir un petit peu votre IA au niveau du prompt pour lui dire, voilà, moi j'attends, dans tels exemples, j'attends ces résultats-là. Une fois qu'on a fait ça, ça c'était un petit exemple de ce qu'on avait au départ en réel. Pour satisfaire ce besoin, on avait commencé à attaquer le prompt un petit peu simplement avec du langage naturel. On lui avait juste donné quand même le format de sortie parce qu'on voulait quand même l'exploiter, mais c'était pas terrible. Typiquement, avec l'exemple que je donnais, les premiers résultats qu'on avait, c'était remplir le formulaire et le valider, donc, ce qui n'est pas faux, mais qui est quand même correspondant à la moitié de tous les formulaires qu'on va remplir. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est, voilà, je me connecte. Avec le nouveau prompt qu'on a précisé, on a agrémenté d'exemples, on se retrouve avec des choses qui me disent se connecter à l'application. Pour résumer, écrire un bon prompt technique, donc c'est bien sûr lui donner un contexte et être spécifique. Donc ça, on connaît un petit peu, mais voilà, il ne faut pas hésiter à préciser même les choses qui paraissent évidentes. Comme ça, on est bien clair avec l'IA. Utiliser un bon format en structure, un bon format d'entrée, et le structurer pour bien organiser sa demande. Bien sûr, lui parler en anglais et préciser quel langage en sortie on attend. Et enfin, donc, bien sûr, donner le maximum d'exemples possible afin d'avoir le meilleur résultat escompté. Ce que je vais vous proposer, c'est en action. Donc là, on dit toujours que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Là, c'est pas vrai. On a testé ça directement sur le site de Story2Doc. Donc, on a lancé le petit plugin. Voilà, hop, on voit en haut. On va faire l'acquisition. Donc la manière de login, c'est soit on se connecte en SSO, soit on se connecte en email. Donc là, moi, je vais me connecter avec un email. Je mets le username, le mot de passe, je me connecte. Donc là, on voit, hop, on s'est connecté à Story2Doc. Donc là, on a terminé. On peut arrêter le plugin en disant OK, on a fait ce qu'on fait. Donc là, le plugin passe la main à Story2Doc. Là, vous voyez en action. Le player se lance et on voit le titre se connecter avec un email. Donc là, on est allé un tout petit peu plus loin que ce qui était attendu, puisque moi, je m'attendais juste connecté. Et là, en fait, il a été suffisamment malin pour comprendre que, en fait, il faisait le distinguo entre je me connecte en SSO ou je me connecte via juste un couple login mot de passe. Là, du coup, on est plutôt content de notre résultat. Maintenant, je vais donner la parole à Olivier. Merci Mathieu. Vous pouvez le... Oh. Tu peux passer le micro à... Donc, merci encore Mathieu donc, pour cette présentation. Et donc on va passer la main maintenant à Olivier donc, pour la deuxième conférence qui est de comment catégoriser en fait et trier des milliers d'objets automatiquement avec l'IA.
Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, donc là, on va, dans notre cas, regarder comment justement utiliser l'IA pour, comme l'a dit Axel, catégoriser et trier pas mal d'objets. Donc moi, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Olivier Coste, le CTO d'Atlight et de Story2Doc. Donc avec Axel, on développe des produits et des SaaS notamment depuis 2019, on est dans le web. On a en interne chez Atlight développé un SaaS framework qui permet de produire des SaaS de façon plus rapide et plus sécuritaire. Donc on a internalisé notre connaissance dans ce framework. Et depuis, on a développé plus d'une douzaine de SaaS dans différents domaines. Donc là, je vais vous parler de Story2Doc qui a été développé justement avec ce SaaS framework. Donc là, dans notre cas d'usage, on va prendre une problématique très simple dans Story2Doc. Donc comme l'a dit Axel, dans Story2Doc, le but ça va être de créer des user stories. Donc on va avoir des dizaines, on va peut-être monter à des centaines, à plusieurs centaines de user stories. Comme l'a montré Axel, l'objectif c'est de pouvoir transmettre ces vidéos, soit par un lien qui permet d'aller directement à la vidéo, soit par la librairie, comme disait Axel, qui est justement un peu le YouTube du produit, où le but ça va être de retrouver toutes les vidéos qui expliquent les différentes fonctionnalités du produit. Donc nous on a fait le choix d'organiser cette librairie par catégorie. Donc une fois que l'utilisateur a bien travaillé avec l'IA et a créé toutes ces user stories, toutes ces vidéos, pour pouvoir justement transmettre ou embed sa librairie dans son produit, il faut qu'il crée des catégories. Donc là, l'enjeu de créer des catégories, c'est toujours se poser la question, on part d'une feuille blanche, est-ce qu'il faut créer plein de catégories, des catégories généralistes, est-ce qu'on en fait des grosses où on met plein de user stories, ou est-ce qu'on découpe énormément? Donc voilà, dans tous les cas, c'est toujours très chronophage, et c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc nous, on a voulu utiliser l'IA pour améliorer cette expérience et lui permettre justement de partir sur une première base. Donc la solution qu'on a pensée, c'est on s'est dit, l'IA, comment on peut l'utiliser? Donc pour nous, l'IA, elle est très efficace dans plusieurs choses. Générer du contenu. L'IA générative, c'est ce qui marche de plus en plus en ce moment. Le but, c'est qu'à partir d'un petit prompt, vous soyez capable de générer un contenu de plusieurs lignes, de même plusieurs pages, à partir de juste quelques mots. L'IA, elle est aussi très forte pour pouvoir résumer. Si par exemple vous lui fournissez un livre de 100 pages, vous pouvez demander à l'IA, résume-moi le contenu de ce livre, dis-moi de quoi parle ce livre, et fais-moi quelques lignes pour m'expliquer un petit résumé de ce que fait l'IA. Grâce à ça, elle va être aussi capable de catégoriser. Si on reprend l'exemple du livre, elle va être capable, si vous lui demandez, de lui sortir les 10 points clés du bouquin ou des centaines de pages que vous voulez donner en entrée. Donc à partir de ça, on s'est dit, nous, dans Story2Doc, dans notre cas, on a déjà une dizaine, voire une centaine de user stories qui sont du contenu. Donc une user story, c'est souvent formaté en tant que rôle utilisateur, je veux faire une action afin de réaliser un objectif. Donc ce contenu va nous servir pour être capable de fournir à l'IA cette liste de user stories et lui demander de deviner, de générer la liste des catégories. Donc idéalement un type de catégorie, une petite description qui permet de dire à quoi sert la catégorie et de nous dire pour chacune des catégories quelles sont la liste des user stories qu'on va mettre dedans. Donc l'objectif, ça va être de vraiment, avec un clic utilisateur, de pouvoir générer et organiser toutes nos user stories très rapidement, en quelques secondes, voire dizaines de secondes. Donc une fois qu'on a trouvé comment on voulait le faire, il y a certains aspects à prendre en compte, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. On a un aspect qui est le prix. C'est quand même pas anodin. Les solutions d'IA, ça a quand même un coût. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais juste résumer. À l'heure actuelle, tout ce qui est appel IA, notamment par API LLM, le prix d'un appel, c'est calculé en fonction de ce qu'on appelle des tokens. Donc un token, c'est une unité de mesure dans tout ce qui est avec les données vectorielles, les bases de données vectorielles LLM. Alors, en général, c'est à peu près 4 lettres, c'est un bout de mot. Donc c'est ces tokens qu'on va utiliser et qui vont être utilisés pour calculer le prix. On parle en fait de tokens en entrée et des tokens en sortie. Donc les tokens, input tokens, ça va être les tokens qui vont être fournis en entrée à l'appel. Donc typiquement, ça va être votre prompt, le prompt système, les données qui vont justement, comme le disait Mathieu, les exemples qui vont être fournis, les données que vous allez envoyer. Et vous avez donc après ce qu'on appelle output, donc les données qui vont être générées par l'IA. Donc sachant que ces deux input et output ont ce qu'on appelle des fenêtres, donc en fait elles ont des quantités maximum.
Au tout début des premiers modèles d'IA, les fenêtres étaient quand même assez réduites, on parlait de 4000 tokens. Elles ont très rapidement grossi, on est passé de 4000, 8000, 16000, 32000. Maintenant, on est sur des centaines de milliers de tokens. Mais dans tous les cas, on a quand même des limites, et c'est le prix qui va être calculé par rapport à la somme donc, du nombre de tokens en entrée et du nombre de tokens en sortie. Donc si on lui demande de générer un livre de 100 pages, forcément, le prix va être quand même important. Généralement, on est quand même sur des prix qui sont moins chers pour, en fait, les tokens en entrée sont quand même moins chers que les tokens en sortie. De toute façon, la plus-value d'IA, c'est de générer le contenu. Donc le prix va être notamment sur les tokens de sortie. On est généralement au moins 2 fois, voire 5 fois plus cher que les tokens d'entrée. Il y a quelques moyens d'optimiser ça. Récemment, OpenAI a sorti ce qu'on appelle des input cache tokens. Donc en fait, quand vous faites un appel à l'API avec l'IA, vous allez avoir une trame. Donc, généralement, si vous faites de la génération en mode discussion chat, ça va être une succession de messages. Donc vous allez avoir votre prompt système ainsi que la liste des messages et justement des exemples. Si cette trame est tout le temps la même, ils vont être capables de mettre en cache. Et donc en fait, à chaque appel, qui va se faire dans un délai assez court, généralement on parle de dizaines de minutes, maximum 1 heure, en fait la trame va être mise en cache et donc le prix de ce token en entrée va être 2 fois moins cher. Donc, ça permet là aussi de faire quelques économies. On a aussi des techniques de batch qui permettent dans ce cas-là d'avoir des appels qui ne sont pas en temps réel, donc vous n'allez pas avoir une réponse tout de suite. Et pour certains cas, pour certains traitements, ça permet de justement lancer un batch, où là pareil, on va être sur des prix qui sont 2 fois moins chers. Donc là, c'est intéressant. Et après, surtout ce qui est important, c'est de choisir le bon modèle. Des modèles, il y en a pour générer du texte, il y en a pour générer de l'audio, il y en a pour générer des images, de la vidéo. Même dans tous les modèles de texte, il y a des textes qui sont très forts pour justement générer du contenu qui peut être assez simple. On a là, les derniers modèles qui viennent de sortir, on a ceux qui sont plus dédiés au raisonnement mathématique pour répondre, solutionner des problèmes mathématiques. Donc dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin d'un modèle ultra poussé pour pouvoir répondre à notre besoin. On a des versions, ce qu'ils appellent aussi des versions mini, qui sont des versions plus légères et plus rapides, avec des prix plus abordables pour notre besoin. Donc, un deuxième facteur qui va être aussi, c'est la sécurité. Là, dans notre exemple, en termes d'IA, on va se baser sur des données qui sont issues d'un utilisateur, donc des données utilisateurs. Donc, potentiellement, on ne maîtrise pas tous les contenus. On a aussi la notion justement sur la vie privée des contenus, entre le fait de les transmettre ou pas. Mais sans même parler de la vie privée, il y a des contenus qui peuvent être, entre guillemets, dangereux. Il y a des contenus qui peuvent être offensants. Si votre produit permet justement de transformer ce contenu, vous avez besoin de vous assurer que ce contenu justement respecte certaines choses. Et vu que vous ne le maîtrisez pas tout de suite, il y a ce qu'on appelle en fait des API de modération. Vous avez notamment l'API d'OpenAI ou de Mistral, ou sinon vous avez même l'avant-garde de Meta, qui est un LLM qui va être capable de justement vous dire est-ce que le contenu, le prompt que vous donnez en entrée est dangereux. Est-ce que vous avez même aussi des fois du prompt injection, donc qui veut dire qu'en fait vous allez essayer de surpasser les instructions que vous avez données pour justement que la réponse de l'API ne soit pas ce qui a été demandé. Donc, si je vous montre un petit exemple, là dans le cas d'OpenAI, vous avez une API qui est gratuite, donc il n'y a pas de problème de prix. Le but justement c'est de s'assurer la sécurité des données, qui va être capable de prendre en entrée, qui va prendre du texte, de l'image, qui va jauger et catégoriser justement le type de contenu en entrée. Donc vous allez pouvoir savoir si c'est du contenu violent, si c'est contenu haineux, injurieux, il y a même un côté pornographique. Donc ça permet de rajouter une couche de sécurité sur les données qui sont manipulées, et dans ce cas-là, d'avoir un traitement dédié, afficher une erreur ou un message erreur à l'utilisateur, ou ne pas faire le traitement, pour s'assurer justement que le contenu est pertinent. Donc là, on a parlé justement des données en entrée, mais ce qui est important aussi, c'est les données en sortie. En tant que développeur, on était habitué à avoir des API. Donc ce qui est génial avec une API, c'est qu'on sait exactement quel va être le format de sortie. Donc on sait quand on l'appelle, elle va nous retourner une liste d'objets, un objet. Donc on est plutôt serein sur le retour. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais avec l'IA, c'était assez troublant au début, parce qu'elle pouvait vous faire des retours qui étaient totalement différents de ce qui était attendu. Donc ceux qui ont commencé au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait rajouter pas mal de texte pour dire réponds-moi bien avec un objet JSON, ne mets pas de texte supplémentaire. Donc depuis, ça a vachement évolué. Il y a ce qu'on appelle le JSON mode, qui est un mode qui permettait de forcer les appels à vous répondre sous le format JSON.
Entre-temps, il y a aussi donc, ce qu'on appelle les structured outputs, comme Mathieu a aussi un peu évoqué, qui est la façon justement de définir sous quel format l'API doit vous répondre, et donc d'être certain que les données que vous allez recevoir respectent un format. Parce que si vous attendez un objet JSON et que vous avez juste du texte, derrière, si ce n'est pas géré, ça fait bugger l'application, donc ça crée des problèmes. Dans tous les cas, il est toujours recommandé d'essayer de gérer les cas inattendus pour pouvoir justement ne pas avoir d'erreur sur votre application. Et notamment sur l'IA, ce qui est recommandé aussi, c'est toujours d'avoir la possibilité de donner la possibilité à vos utilisateurs de vous reporter, de vous signaler un contenu qui n'est inapproprié ou un contenu qui est une erreur. Ça vous permet toujours justement d'être sûr que si jamais il se passe quelque chose, parce qu'avec l'IA on ne maîtrise pas 100% des cas, d'être alerté justement il y a un résultat qui n'est pas forcément attendu par l'utilisateur. Donc là, pareil, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, c'est le mode structured output, qui est l'évolution du mode JSON. Dans le cas là, on peut voir justement qu'on attend, qu'on va fournir à l'API en entrée notre format de l'objet qu'on souhaite recevoir. Donc là, on veut, pour l'exemple, c'est un objet qui s'appelle matResponse, qui a une propriété qui s'appelle steps. Cette propriété, c'est un tableau. Ce tableau a des items qui sont aussi des objets qui ont deux propriétés, explanation et output, qui sont des chaînes de caractères. Donc ça permet d'aller justement jusqu'à typer les champs des objets que vous avez en sortie, et ça permet vraiment d'être certain, à quasiment 99% des cas justement le type d'objet que vous allez recevoir. Il y a quand même des cas où l'IA ne peut pas vous répondre, donc qui sont des cas à la marge, et c'est géré généralement par un champ supplémentaire qui vous permet d'indiquer que l'IA n'a pas pu résoudre justement et vous répondre avec le bon format. Donc pareil, c'est toujours un cas à prendre en compte et à gérer. Donc là maintenant, le but c'est de vous montrer une petite vidéo de comment on a concrètement mis ça en place. Donc juste pour resituer le contexte. Donc là on se retrouve sur un compte d'un utilisateur qui utilise Story2Doc, qui a créé une trentaine de user stories. Donc tous ces user stories sont sans catégorie. Donc par défaut, elles n'ont aucune catégorie désignée. Et le but ça va être d'utiliser l'IA pour générer les catégories. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on est donc sur la liste de la bibliothèque des user stories. Donc on en a une trentaine, je crois qu'on est à 35. Donc là, on va cliquer sur le bouton générer. Donc là, comme je vous ai dit, on va utiliser tous ces contenus pour les envoyer à l'IA. À partir de ça, l'IA, pouf, elle a trouvé, justement, elle a répondu générer donc une liste de catégories. Là, elle a trouvé 8 catégories, donc avec des intitulés et des descriptions. Et ensuite, elle nous a indiqué dans chacune des catégories quelles étaient les user stories à assigner. Donc là, on se retrouve avec plusieurs catégories. À chaque fois, on a un titre, une description qui est plutôt parlant. Et chacune des user stories a été déplacée dans la bonne catégorie. Et donc, en un clic, là, ça a duré, je crois, on est sur 12 secondes. On a eu justement notre contenu qui a été généré, qui a été trié et qui a été organisé. Et à partir de là, Banco, l'utilisateur peut utiliser justement sa librairie dans Story2Doc et la diffuser à ses utilisateurs. Et on a amélioré son expérience. Après, ça reste une première base. Il peut bien sûr la modifier, l'améliorer en renommant les catégories. Mais au moins, en un clic, déjà, il a une première base sur laquelle il peut travailler. Donc voilà. Merci. Alors, merci Olivier pour la présentation. Moi, je vais rajouter un petit truc là-dessus parce que il y a plusieurs choses en UX, beaucoup et PL, encore à changer, bien sûr, parce qu'on est au début. Ça serait mieux de proposer à l'utilisateur, mais jamais forcer. Donc ça, on l'a pas encore, donc créer un peu vite les choses. Mais normalement, en UX, le top du top, ça va être quand même de proposer, puis après, toujours attendre la validation humaine, je dirais, avec l'IA. Mais la deuxième chose, je trouve, qui est intéressante, c'est avant, on ne pouvait pas faire ça. Avant, c'était un humain qui devait passer sur chaque chose et c'était long et chiant, on peut dire ce qui est. Maintenant, l'IA le fait en 10 secondes, 12 secondes. Donc en fait, ça offre d'autres possibilités. Là, on fait des catégories sur, comme vous avez vu, pour trier, qui ressemblent d'une certaine manière à des sortes de playlists dans YouTube. Vu qu'on est arrivé à le faire en 12 secondes, maintenant ça pose la question de se dire en fait c'est plus des catégories, c'est des tags. Et puis en fait, si on peut trier comme ça, on peut peut-être trier de plein d'autres manières. On pourrait peut-être faire des tags par type d'objet, des tags par champ fonctionnel, des tags par... Donc ça donne envie en fait de dire en fait ce tri par tag peut être à facette et on peut le générer en 2 secondes en fait. Donc ça ouvre un champ des possibles niveau utilisateur qui était juste pas du tout réalisable avant en fait, pour être très clair. Voilà, donc c'était un petit aparté. On va accueillir Lionel pour la 3e, donc Giving Voice to a User Story AI. Et je vais le laisser parler, vous allez voir, c'est très sympa. Merci Axel. Et on
Donc effectivement, vous avez vu au début, Axel vous a montré des vidéos qui étaient générées par Story2Doc, et moi je vais vous expliquer comment on a fait pour mettre de la voix sur ces vidéos. Mais avant cela, je vais me présenter. Donc je suis Lionel Antreg, je suis développeur freelance. J'ai plusieurs années, maintenant depuis 2010, ça fait beaucoup d'expérience, on va dire, dans le développement de SaaS, un domaine que j'adore. J'accompagne des clients comme Story2Doc dans le développement de leur application, et notamment dans l'intégration d'IA, mais pas que, c'est un outil parmi d'autres. Je donne aussi des cours à l'ESIMA en NoSQL et en web service. Et enfin, c'était un projet que j'avais pour moi, mais finalement je le commercialise. J'ai créé une application qui est un assistant à la prospection pour que l'IA trouve les meilleurs prospects, une problématique que les indépendants connaissent bien et les entreprises aussi. Donc l'objectif, c'est de rajouter du son sur ces vidéos qui montrent à l'utilisateur comment utiliser l'application. Pour ce faire, je vais vous expliquer d'abord comment on a fait d'un point de vue architectural, d'un point de vue algorithmique. Je vais vous démontrer que la partie la plus, la plus coûteuse dans ce processus, c'est l'audio. J'ai fait un petit calcul de ce qu'a coûté la génération de la démo que je vous ferai à la fin. Et enfin, on parlera de test, parce que être un bon développeur, c'est douter, donc tester tout ce qu'on fait. Alors pour réaliser ça, on a plusieurs difficultés. Déjà, comme l'a dit Olivier, il faut que la donnée soit sécurisée en entrée, qu'elle soit propre, qu'elle soit exploitable. On veut que nos vidéos soient fluides aussi, on ne veut pas que ce soit une succession de voix sans lien. On veut que ce soit comme si c'était un humain qui faisait la description de la fonctionnalité. Ce que raconte la voix doit aussi être porteuse d'informations, il faut que ce soit pertinent, utile pour l'utilisateur. Et enfin, bien sûr, il faut que ce soit dans la bonne langue. Si le projet est français, que l'application que l'on montre est en français, il faut que la voix soit en français également. Alors comment on a procédé? Donc on va récupérer toutes nos actions sur la vidéo. Il peut y en avoir un certain nombre. Dans l'exemple de tout à l'heure, il y a 14 actions pour lesquelles il va falloir générer une voix. À partir de ces actions, on va donc devoir générer un prompt qui contiennent toutes les informations nécessaires pour ensuite générer notre texte que l'on va ensuite donner à un service de text-to-speech donc qui va transformer le texte en voix. Donc là j'ai donné l'exemple avec OpenAI, mais on peut utiliser, ça marche avec plein d'autres services. Donc comment y parvenir? Alors c'est ce qu'a déjà expliqué Mathieu, il va falloir faire un prompt qui soit adapté. Donc il faut définir l'objectif. Il faut lui dire ici, dans notre cas, quelle est la langue que l'on souhaite avoir en sortie. Il faut lui donner des exemples des générations que l'on veut. Donc, par exemple, cliquer sur le bouton « Créer un utilisateur », puis remplir le champ nom, ensuite remplir le champ prénom, et enfin cliquer sur « Sauvegarder ». Et il faut pour ça, pour que ça marche, il faut lui donner bien sûr toutes les informations nécessaires. Donc l'ordre des étapes, le nom des champs, le type d'action. Et enfin, nous, ce qu'on veut pour pouvoir générer de la voix derrière, c'est qu'on veut donc le texte de chaque action. Et comme vous l'avez entendu avec mon exemple, on veut que les actions soient liées avec des mots de liaison. Et donc, il faut pouvoir générer ça d'un seul coup. Donc, on va demander à l'IA d'un seul coup tout le texte, mais nous, on veut pouvoir récupérer séparément chaque action. Donc, on va lui demander sous le format JSON, comme l'a expliqué Olivier, en lui imposant une structure, et dans cette structure, on aura donc un tableau d'étapes, et chaque étape aura le texte associé. Alors pour la démo que je vais vous faire, on le voit bien, je vous le disais un peu, je faisais un petit spoiler juste avant, ce qui va coûter cher, c'est plutôt la génération de la voix. Donc on voit pour la génération du texte, ici c'est un coût très faible, on envoie assez peu de tokens en entrée, on en a assez peu en sortie pour une vidéo donnée, comparativement au coût de l'audio, qui lui ne va pas se compter en token du coup, mais en nombre de caractères envoyés. Ici, chez OpenAI, actuellement, on est à 30 $ par million de caractères. Les solutions que l'on peut utiliser, il y en a plusieurs. On peut aussi utiliser des solutions françaises comme Mistral,
Claude, Llama. Alors Llama, c'est donc l'IA, le LLM open source de Meta, mais il y a un peu de France dans ce LLM, puisqu'une partie des développeurs sont français, ils sont à Paris. Donc on peut se dire qu'il y a un peu de France dans Llama également. Et en text-to-speech, il y a aussi plusieurs solutions. Il y a Google Voice et d'autres, et il va y en avoir sûrement des nouvelles bientôt. Elles ont toutes leurs caractéristiques. Et la difficulté qu'il va y avoir pour nous, Français, c'est justement de trouver un système qui va générer une voix qui soit jolie, avec le moins d'accent possible dans notre langue. Parce que finalement, générer en anglais, ça se fait bien. Tous les services vont bien répondre à cette demande. Générer en français, en espagnol, en allemand, ça va être un peu plus complexe. Il va falloir rechercher le service approprié, trouver la bonne voie et passer les bons paramètres. Alors ensuite, être un bon développeur, c'est tester. Même si on dit que tester, c'est douter, moi je préfère douter. Mais là, pour le coup, dans le cas où on utilise l'IA, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. En particulier parce que le retour, du coup, il est non déterministe. Ça va nous générer des choses que l'on ne maîtrise pas, et pourtant, on va vouloir évaluer la qualité de ce qui sort. Et dans notre cas en particulier, on a en plus du texte et de l'audio. Donc on a pas mal de choses à tester et il faut trouver la bonne méthode pour le faire. Traditionnellement, on pourrait se dire, bon, ben, on va essayer de tester le retour. Est-ce que la génération s'est bien passée? On ne peut pas dire que ce soit très satisfaisant de juste tester ça. On pourrait se dire, on va valider la taille du texte. Bon, le texte est variable entre remplir le champ nom et ouvrir le menu déroulant et sélectionner telle entrée. C'est variable, on ne peut pas se servir on peut pas utiliser cette méthode. On pourrait valider la structure du JSON aussi, mais tout ça, c'est pas satisfaisant parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester que le texte qui est en sortie est dans la bonne langue. On veut vérifier que ça correspond aux instructions qu'on lui a données, que ce sont les bons noms de champs, que c'est dans le bon ordre, et qu'il y a bien les mots de liaison qu'on aimerait avoir, comme je vous ai dit au début, commencer par, ensuite, puis, enfin. Et donc, comment tester quelque chose qui est si différent de ce qu'on a l'habitude de tester? Ben moi, ce que je vous propose, c'est de tester l'IA avec de l'IA. Les avantages, c'est que l'IA, du coup, peut nous sortir, on peut faire de l'évaluation, elle peut nous sortir, nous faire un retour binaire. Est-ce que oui ou non, le contenu que je fournis, il répond aux critères que j'ai donnés? Mais on peut aussi scorer le résultat, évaluer la pertinence, donner un score, et on peut, avec des seuils, se dire si c'est en dessous d'un certain seuil, bah finalement ce qu'on a fait n'est pas satisfaisant, il y a une régression, on a modifié le prompt, il n'est pas adapté, on peut revenir en arrière. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut tester individuellement chaque étape, mais on peut tester l'ensemble du coup. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que les mots de liaison sont en bon endroit? On peut lui demander de nous évaluer la qualité du rendu. Les inconvénients, c'est que ça va réduire quand même la vitesse d'exécution de nos tests. Si on en a beaucoup et qu'on utilise cette méthode, forcément dans notre CI, ça va être beaucoup plus long. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le suivant, bien, c'est le coût. Chaque fois qu'on va lancer les tests, du coup, il y a un coût associé à ce lancement de test qui n'est pas du tout négligeable, contrairement au lancement de test que l'on fait habituellement. Et puis l'IA qui évalue l'IA pourrait faire des erreurs aussi. Bon, en réalité, ça se produit assez peu dans ce cas-là. Faire évaluer la qualité d'un contenu et lui donner une note, il y a rarement des erreurs. Mais ça pourrait arriver. On pourrait avoir un test qui passe alors qu'en vrai, il n'aurait pas dû passer, et au contraire, un test qui ne passe pas alors que la qualité était bien celle attendue. Mais pour moi, ça consiste quand même, cette méthode est quand même une solution, apporte une réponse à cette problématique de comment tester le contenu qui est généré par une IA. Alors là, je vous ai parlé surtout du texte. Comment on pourrait tester l'audio? Mais est-ce que c'est utile au final? Est-ce que tester l'audio, ça voudrait dire vérifier que l'audio qui a été généré correspond au texte qui a été donné en entrée? Dans ce cas-là, on pourrait très bien prendre une autre IA qui va retransformer l'audio en texte et valider que le texte correspond à ce qu'on a mis en entrée. Donc finalement, ça revient à tester que le service que l'on utilise, auquel on fait confiance, fonctionne bien. C'est peut-être un peu exagéré comme test. Et puis il y a autre chose aussi qui est difficile. On pourrait se dire,
moi j'ai envie de tester qu'en fait en français, il n'y a pas d'accent, que c'est correct. Et là, je dois bien avouer que, à ma connaissance, je n'ai pas tellement de solutions pour répondre à cette problématique-là. Et de toute façon, quand on réfléchit bien, ce qui nous importe avant tout, c'est surtout le texte qui a été généré. C'est ça qu'on veut vérifier. C'est ça qui va être important. Alors, si vous vous demandez justement qu'est-ce que ça donne, alors, je vais vous montrer, et surtout vous allez pouvoir écouter la belle voix qu'ont les vidéos de Story2Doc désormais. Pour commencer, accédez à la section Utilisateurs et Organisation. Ensuite, cliquez sur Gestion des utilisateurs. Sélectionnez Ajouter un utilisateur pour initier le processus. Remplissez le champ Prénom avec les informations appropriées. Continuez en complétant le champ Nom de famille. Saisissez l'adresse courriel de l'utilisateur. Ajoutez le numéro de téléphone si nécessaire. Indiquez le service auquel l'utilisateur appartient. Précisez l'emploi de l'utilisateur. Choisissez le rôle approprié dans le menu déroulant. Sélectionnez l'entité correspondante pour l'utilisateur. Définissez la date d'expiration si applicable. Enfin, cliquez sur le bouton « Créer » pour finaliser l'ajout de l'utilisateur. Nous venons de créer un utilisateur auditeur-superviseur avec succès. Elle a un petit accent, mais c'est pas mal, c'est une première version. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup Lionel. Hop, pour donc cette troisième, alors vous avez vu, il y a quand même un petit accent, hein, on essaye de le supprimer, mais on a du mal. Alors, vu qu'on a fini les conférences, je vais vous demander de voter, mais de voter d'une manière que vous n'avez peut-être jamais voté. Donc c'est simple, en fait, de 1 c'est 1 doigt, 5 c'est 5 doigts, et vous votez juste en disant, bah voilà, est-ce que vous avez aimé ou pas, en fait, les 3 confs que vous avez aimés. Voilà, je vous laisse lever la main, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Hop, on lève la main, on met un nombre de doigts en fonction de ce que vous aimez ou pas. Allez-y, allez-y. Ouais, tac. Merci beaucoup. Merci pour votre vote. Voilà, c'était un type de vote que vous ne connaissez pas. On a fait et qui marche plutôt bien. Ce que j'aimerais bien faire, mais on n'a pas eu le temps de dev pour le faire, c'est passer ça justement à l'IA pour dire bah, c'est quoi les notes quoi. Mais en fait, ça peut se faire assez facilement, je pense. Donc, on peut passer aux questions. Et je vais jouer le rôle pour passer les questions, enfin, le micro, tout le monde quasiment a un micro. Je vais donner, tout le monde en aura un. Voilà. Alors, sur les questions, est-ce qu'on en a? Vous pouvez les poser direct ici, ou on peut vous les poser. Passer aussi le micro si bien sûr vous voulez. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc je vais refermer ici. Question? Ouais, tu veux dans le micro, sinon je braille. Je t'avance. Ouais, du coup, merci pour la présentation. Est-ce que là vous avez testé quelques modèles du coup pour pouvoir générer tout ça? Il y en a qui marchent mieux que d'autres, c'est que du chat GPT, j'imagine que vous avez plein de tests derrière tout ça pour voir ce qui marche le mieux, même pour la voix au final quoi. Alors je peux répondre en mode Mais sans micro. Alors moi je vais répondre plus avec le côté vision PL, mais aussi quand même un peu dev. Et puis après tout le monde peut répondre bien sûr. Le but c'est de tester, on utilise quand même beaucoup OpenAI, parce que la réalité c'est que c'est facile et rapide. C'est un peu le Stripe de l'IA, il faut dire clairement. Mais quand même, il ne faut pas se fermer, il faut coder en ayant toujours la possibilité de passer sur un modèle différent, une IA différente, et surtout avoir des stratégies qui permettent en fait de runner en fait, des pages de tests et de voir en fait pour bêta-tester en fait plein d'IA. La réalité c'est qu'on n'a pas tant le temps de le faire à chaque fois, mais quand il y a des notions où il y a besoin, c'est l'idée. Je ne sais pas si vous voulez compléter vous en fonction des différents types de modèles, parce que s'il y a des cas spécifiques. Ou même avec des modèles locaux éventuellement. Hein. Enfin, je suis pas forcément en ligne, quoi, tu vois. Mais... Oui, totalement. Alors il y a aussi ça, clairement. On pourrait faire, pour l'instant, nous, on le fait pas parce que voilà, on ne veut pas s'embêter.
Mais clairement, oui, c'est un des points d'optimisation. En fait, les modèles évoluent tellement vite que nous, on privilégie, vu que startup, on privilégie vraiment juste voilà, que ça évite l'efficience et on ne veut pas se fermer en fait. Parce que dès l'instant où tu vas utiliser quelque chose qui va être comment dire, en local, on va dire, hébergé, serveur, etc., tu vas potentiellement te fermer à ceux qui sont disponibles comme ça. Voilà. Ok. Non, par contre, ce qu'a dit Axel, effectivement, le côté local a un avantage en termes de coût qui est quand même pas anodin. Après, ça devient aussi un autre métier, une autre infrastructure. Pour les petites structures, ça demande justement une autre expertise qui peut être aussi très chronophage et qui peut être aussi des fois un peu délicate à savoir gérer. Donc c'est vrai que les deux sont possibles, mais c'est vrai que pour itérer rapidement, c'est vrai que c'est quand même assez facile des fois d'avoir juste un connecteur à brancher, quel que soit le service, et d'avoir toujours les derniers modèles. Et puis le coût n'est pas toujours à l'avantage de la solution locale. Si on a besoin de vitesse et si on veut utiliser un LLM qui est très gros par exemple, il va falloir avoir du GPU derrière. Et c'était l'année dernière, je crois, j'avais fait un petit tableau que j'avais publié sur le coût à l'heure d'un serveur chez AWS. Clairement, pour beaucoup d'usages, il n'y a pas photo qu'il vaut mieux payer au token envoyé et reçu que monter son propre service dans une infrastructure chez AWS ou ailleurs. Ça répond à tes questions ou... Parfaitement. Ouais. Après, j'ai une question subsidiaire. Il y a une question derrière. Hop, vas-y. Merci. C'est vrai que c'est plutôt moi qui t'avais descendu. Perdu, ça sera pas green, ça sera data. Bonsoir, merci pour la presse, c'était vachement cool. Sachant que du coup vous utilisez des OpenAI, tout ça, est-ce que vous avez des problématiques sur la gestion des données clients, puisque vous envoyez des trucs à des tierces, ou pas du tout, ou ça n'a pas été un sujet? Alors, je me permets de répondre parce que c'est assez facile et c'est plus moi qui me prends les questions de ce type, clairement. En fait, nous on tourne beaucoup sur de la donnée non client. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours des environnements démo, etc. Donc on l'a pas trop. Néanmoins, quand j'étais à Web Summit, j'ai rencontré la fondatrice de Private AI, qui est canadienne, et qui me permet de gérer ce type de problème, où vous allez en fait envoyer pour qu'elle vous justement enlève toutes les données en fait. Donc c'est une sorte de pré-prompt en fait. Vous utilisez une IA pour nettoyer, pour envoyer une autre IA. Donc je conseille de regarder ça si vous avez ce problème-là. Ça répond à la question? Oui, merci. Ah, une question au fond. Attends, je vais y aller cette fois. Je l'ai vu. Après, t'as un micro, bouge pas. Ah, c'est vrai, c'est premier. Du coup, c'est pour Olivier. Tu as dit que tu utilisais l'IA pour catégoriser, donc en fait, tu utilises des LLM spécifiquement. Et ça veut dire que tu as regardé les trucs assez classiques d'IA de clustering qui existent depuis longtemps, que tu as testé ce que disait Axel sur les recommender systems qui sont aussi, qui répondent aux mêmes besoins et qui sont aussi des technologies beaucoup moins gourmandes et qui rendent, et peut-être du coup, est-ce que tu as testé, est-ce que les résultats n'étaient pas au niveau ou tu voulais mettre le LLM dedans? Alors là, comme je vais essayer d'expliquer, en fait, on a beaucoup de modèles différents, donc notamment avec des modèles qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs en termes de génération, notamment les derniers modèles qui sont parfois sur du raisonnement mathématique. Nous, l'objectif dans ce cas-là, c'était vraiment d'avoir, sur justement la catégorisation, d'être capable d'avoir des modèles qui comprennent bien la langue, donc que ce soit généralement, on est surtout soit sur de l'anglais, soit sur du français. Qui soit capable justement que ce soit pas forcément un modèle qui est à jour en termes de données par rapport à la temporalité. On a besoin d'être au courant des données qui sont liées à l'année 2024. Donc l'objectif c'est aussi un modèle qui soit sur ce cas-là en termes de coût pas très onéreux, parce que là les derniers modèles, pareil, on a des free tokens qui peuvent être très importants quand on a beaucoup de contenu. Donc on a essayé de tester plusieurs modèles entre Google, Claude et ChatGPT, sachant que là sur les modèles de ChatGPT, on a pris les versions mini, qui sont des modèles qui permettent, en termes de rapidité, qui sont plus rapides et qui sont entraînés sur moins de paramètres et moins de données
donc ça permet d'avoir des coûts plus bas. Voilà, après on a surtout scopé et testé sur ces modèles-là. On n'est pas allé forcément sur des LLM beaucoup plus poussés dans ce domaine, car on était sur du champ lexical qui était quand même assez classique. Dans nos cas-là, on parle de gestion d'utilisateurs, gestion d'entretien, des gestions de briques fonctionnelles. Et on avait déjà de très bons résultats là, sur les prompts ou sur les tests qu'on a fait. À chaque fois, avec notre champ sémantique de base, on arrivait déjà à avoir des super résultats en termes de génération de contenu. Ouais, ben là, je parlais de Core LLM, tous les outils de clustering et de classification, des trucs assez classiques de classification, des k-means ou des trucs comme ça. Est-ce que ça t'aurait pas permis de faire ton clustering de topics? Alors on n'a pas testé honnêtement ces modèles-là. Après, ce qui était bien avec l'IA, c'est que ça permettait justement d'aller jusqu'à des besoins un peu plus poussés sur le fait justement de trier, de générer aussi soit des champs supplémentaires comme a pu dire Axel, soit des tags qui sont associés ou de la description, d'avoir en même temps que la génération, la catégorisation, le fait d'avoir justement aussi le fait d'avoir entre guillemets la liste des US qui sont dans cette catégorie. C'est vrai, disons qu'on avait un tout en un. Après voilà, on n'est pas allé aussi loin que ça sur ces types de produits et d'objets. Je vais essayer de répondre aussi parce que en fait nous on n'avait pas de besoin en fait d'hyper optimiser ce point-là. Donc clairement on n'a pas vraiment challengé les algorithmes un peu plus classiques, je dirais, de tri et de compli. Parce qu'il faut voir aussi la fréquence. Et là la fréquence pour nous elle est faible en fait. Il faut dire clairement ce qui est. On ne fait pas les catégories de la doc tous les 4 matins. Donc même si ça coûte au final très très peu, ce qui nous coûte plus cher c'est le temps de dev au final. Parce que le temps est le plus précieux. Parce que nous on a une petite équipe. Donc au final on évite de suroptimiser des trucs. Donc là typiquement ça, on essaye plus maintenant IA first pour tout, bizarrement. Quitte à ce que ça coûte potentiellement un peu, parce que ça va plus vite en fait. Non mais si tu veux, je peux t'emmener le micro. Ouais. Oui. Merci. Il y a une question au fond. On enchaîne comme ça. Sur ce que tu viens tout juste de dire, et sur le temps de dev justement, l'IA elle commence aussi à sortir du code. Est-ce que je me projette plus loin dans le futur, mais on va arriver à un moment où les user stories seront gérés par l'IA, le dev sera géré par l'IA, les tests seront gérés par l'IA. Est-ce qu'on y croit? Ou est-ce que ChatGPT est encore trop nul pour du code et il faut utiliser d'autres choses? La réalité c'est qu'on voit bien que l'IA en fait avance très vite quand même, il faut dire ce qui est. Je ne sais pas si vous avez testé O1 de GPT, mais c'est quand même assez impressionnant. Perplexity aussi, ça vous montre quand même que ça va loin et vite. Donc moi personnellement je ne crois pas à l'IA sans humain en tout cas. Par contre je crois en effet que on aura beaucoup moins besoin d'humains pour créer des choses. Et qu'en effet, le côté en cascade va être de plus en plus fort. Mais le en cascade demande quoi? En fait, demande encore plus de contrôle, en fait, de vérification. Donc je crois beaucoup, on le voit déjà, en fait, nous, sur Storytalk beaucoup, c'est l'IA produit plein de choses très vite, et l'humain va plutôt valider, rechecker, vérifier, valider, donc c'était ça. Et en fait, le but, c'est, parce que ça coûte quand même, c'est plutôt de corriger des erreurs en amont, parce que si tu génères 5 trucs en aval sur un truc qui est faux, ça peut être long, parce que quand même la génération prend quand même du temps, et 2, ça peut avoir un coût. Donc en fait, c'est toute la gestion des interfaces est à repenser en fait. Parce que maintenant on est plus en tandem, on travaille toujours avec une IA en perpétuel en fait, en quasi temps réel. Je ne sais pas si vous avez testé, si vous avez joué avec Gork, mais c'est impressionnant. Là on a une inférence à 0, on clique, boum, il y a un output, c'est impressionnant. Typiquement, voilà, ça change le game quoi. Quand on voit ça, clairement c'est pas la même chose quoi. Donc moi Gork, je trouve ça assez impressionnant. Ils ont une belle communauté de dev d'ailleurs, ça donne envie. Et on peut changer de modèle assez facilement. Donc nous, pour certains trucs où l'enjeu est la vitesse, typiquement Gork, c'est aussi très très intéressant. Donc j'espère avoir répondu à la question qui est est-ce que voilà, on va pas supprimer le dev pour moi, mais c'est vrai qu'en fait on va supprimer beaucoup de tous les métiers en fait.
Mais les métiers vont trouver quelque chose d'autre à faire, tout simplement. Nous, en premier, hein. Bon, en fait, on va trouver surtout où est-ce qu'on doit réutiliser nos priorités de temps, en fait. Où est-ce qu'on est vraiment utile. D'autres questions? Merci. La question c'était, vous avez parlé de la génération des user stories, donc du texte, de l'audio, et j'avais juste la curiosité pour les vidéos. C'était ma première question. Et en deuxième question, par rapport au coût, notamment chez OpenAI, je me posais la question de est-ce qu'on sait si OpenAI est rentable en vrai, je veux dire, au-delà de ils ont beaucoup d'argent. C'était une question très con, mais les deux. Alors, je peux répondre juste sur la rentabilité d'OpenAI, je ne sais pas. Voilà. Et pour alors pour la rentabilité, oui, pareil, je ne sais pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des nouveaux data centers optimisés avec des nouvelles puces. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, de ce qui est sûrement dit, c'est que c'est vrai que ça coûte très cher. Mais pour en revenir à ce qu'on génère, donc là on génère du texte. Les vidéos, quand on dit vidéo, on appelle ça des vidéos interactives. Donc ce n'est pas une vraie vidéo comme on peut avoir une vidéo YouTube qui est figée. C'est vraiment une vidéo interactive, donc c'est-à-dire qu'on capture vraiment le code HTML, donc le DOM, qu'on va capturer pour chaque étape. Et en fait, la vidéo va lire chacune des étapes en affichant donc, le code HTML de chacune des étapes, sachant qu'on enregistre tous les assets, ce qui nous permet justement d'avoir les images, tout le code CSS, qui nous permet justement d'avoir un contenu sur lequel on va pouvoir interagir, donc à savoir on va pouvoir scroller, on va pouvoir se balader dans le contenu. Si on clique dans la vidéo, le but c'est un peu comme dans Filmad, vous indiquer quel était l'endroit où il fallait cliquer, donc avec une petite zone qui est surlignée et qui est mise en avant. Et on va avoir tout ce qui est rollover, et donc on va vraiment aussi avoir un site responsive, ce qui est sympa, dans le sens où si votre vidéo, autant elle est figée dans un format, autant là avec le code HTML, techniquement en fait si vous redimensionnez la vidéo, elle s'adapte par rapport justement au CSS et au contenu, vu qu'on réagit comme la version on va dire HTML du site. Donc là, les vidéos sont sous ce format-là à l'heure actuelle. Et l'objectif, justement, c'est de les rendre un peu plus dynamiques avec justement l'audio pour avoir quelque chose un peu plus sympa. Ce qui est sympa dans les vidéos, c'est justement ce côté un peu plus pimpé avec de l'audio. Ok, donc c'est un navigateur qui interprète l'HTML et qui joue le rôle du lecteur vidéo en fait. Là, effectivement, les vidéos sont jouées dans le navigateur, et c'est le navigateur qui interprète justement tout le code HTML. Ok, merci. Et pour répondre à ta question, j'ai demandé à Perplexity, donc non, ils ne sont pas rentables et ils complètent en 2029. D'autres questions? En attendant qu'il y ait une question, je vais quand même vous dire, c'est quand même assez ouf. Le fonctionnement quotidien de ChatGPT coûterait environ 700 000 $ par jour. Voilà. Et il projette un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars d'ici 2029. En termes de consommation. En termes de conso CO2, vous voulez dire? Énergétique, ouais, CO2, je ne sais pas. Mais c'est conséquent. Alors en fait, nous on a fait un petit calcul parce que on devait faire un dossier, etc. Et justement sur le côté CO2, on a fait une remarque assez marrante. On a regardé le coût en CO2 et le coût aussi en argent d'une génération de vidéos par IA. En fait, c'est conséquent. On parle en vidéo, je crois, on avait fait 4 minutes, 5 minutes, c'est ça? Estimation 5 minutes de vidéo. Donc, imaginons qu'on voudrait faire une vidéo de how to, comme ça, en IA. Imaginons qu'une IA serait capable de le faire, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas vraiment capable. Enfin, voilà. Ça consommerait, avec la génération actuelle en tout cas, 5 kg, je crois, de CO2, 4 ou 5 kg. Et là, nous, ce qu'on fait, en fait, au final, c'est plus lean. Parce qu'en fait, on capture quelque chose qui est. Enfin, on utilise peu d'IA, en fait. On utilise l'IA, mais juste pour trouver où elle est. Mais tout le reste, en fait, on ne génère pas de pixels. D'accord? Et ça consomme, je crois, comment on avait dit 0. Ouais, c'est en grammes déjà. Donc, on change d'échelle. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que le CO2. Enfin, voilà. On peut faire des vidéos. Il faut vraiment voir où est-ce qu'on a besoin, en effet, d'utiliser l'IA. Après, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Que ce soit à l'heure actuelle sur la performance de chacun des modèles, mais que ce soit aussi sur la conso, etc. Enfin, tout évolue vite.
Là, à l'heure actuelle, ce qui coûte 60 à 80% de l'argent de ChatGPT, c'est l'entraînement. L'entraînement, et on voit en fait qu'on arrive aux limites du modèle, d'arriver à avoir des modèles plus performants parce qu'on entraîne avec plus de données. C'est le côté qui a la plus grosse un peu. Or, on arrive aux limites de ça, et en fait, on arrive plus à mieux entraîner les nouveaux modèles en fait avec des nouveaux modèles d'architecture en fait d'IA. Comment on pense, comment on fait, voilà, comment on va appeler les prompts entre eux, comment, l'architecture pure même de l'IA. Il y a les deux sujets, on va dire. Mais je veux dire, c'est pas juste de la quantité de données. Donc on va passer sur d'autres plans en fait d'évolution, qui devraient aussi réduire les coûts en CO2 de développement. Mais là, on est vraiment dans une phase transitoire. Hein. On va essayer de chercher une IA green, mais c'est pas gagné quand même. On en est loin encore. Ouais. Moi, je vais te parler d'une boîte que j'ai croisée hier qui fait de l'IA avec vraiment du hardware. Ils font un die spécifique pour faire de l'analyse. Alors, c'est pas du LLM, pour faire de l'analyse d'image, par exemple. Ils sont à 3 milliwatts. 3 milliwatts continu, 3 milliwattheure sur une heure pour faire l'analyse. Donc, si il y a green, ça bouge. Il y a du hardware qui arrive et qui sert à ça. Pas pour les LLM encore. Mais il y a un sujet, c'est sûr. J'ai un ami qui est de Clermont d'ailleurs, qui a monté une boîte, il est parti en Suisse, il est en Suisse, mais il était de Clermont à la base, et il a monté une boîte IA pour le coup, mais plus en mode on le stocke justement sur son device, et avec une logique de privacy en fait. Et c'est vrai que c'est aussi clairement un enjeu, hein, d'être capable de runner en fait en local, ça consomme beaucoup moins. C'est un peu comme les transports, hein. La visio, ça consomme beaucoup moins que prendre un avion, aller faire son call et revenir. Et avec l'IA, on pourrait le voir un peu comme ça aussi. Ça consomme beaucoup moins, mais il y a aussi le fait que l'autre problématique de basculer tout en IA en faisant de l'optimisation, c'est le jour où on sera bien loqué avec tous ces produits, avec un tarif pas cher comme des prix d'appel. Quand le prix va monter, on fait quoi? C'est vrai que d'avoir une IA un peu locale, un peu sur le coup avec des modèles qui tournent à la main, on est plus soumis aux tarifs variables de certaines grosses entreprises. On l'a historiquement, des gros partenaires comme Oracle, pareil un peu con, mais sur des bases de données où ils étaient un peu, d'un seul coup ils montent les prix, ce qu'on est en train de faire Broadcom avec à chaque fois qu'il achète une boîte. On enlève les gens, on met de l'IA, c'est super bien. Mais comment on mitigre le fait que demain, si l'IA qu'on consomme n'est plus là, en fait les services qu'on fournit ne fonctionnent plus non plus. En fait. Donc le fait, je ne sais pas comment vous imaginez potentiellement un mode dégradé pour vos solutions, mais ça va être aussi un piège d'y aller trop vite ou peut-être d'avoir une certaine prudence même dans la façon de l'utiliser ou de le consommer. Je trouve que c'est une bonne question. En fait, je pense qu'on est dépendant des choses, forcément. Dès qu'on fait une connexion avec quelque chose, on en devient d'une certaine manière dépendant. Donc, vous savez ce que c'est la dépendance dans le code, c'est pas bon. Donc, c'est pareil avec les services au final. Donc, en effet, il faut essayer de ne pas être dépendant. Donc, même si on utilise des modèles qui ne vont pas être open source, etc., on sait qu'il y a des modèles open source, on sait qu'on peut toujours basculer. Là, le but, nous, on est à stade de start-up. Donc, on n'a pas les mêmes enjeux qu'un grand groupe, etc., etc. Mais je pense qu'il n'y aurait pas d'open source. Ça serait stressant, oui, en effet. Donc, heureusement, il y a de l'open source. Donc, quand on a un fallback, je dirais, il faut toujours s'assurer qu'on soit capable d'assurer le même niveau de service avec du fallback. Et deux, souvent, après, c'est les systèmes de volume. Nous, on n'est pas encore un volume où il y a besoin d'utiliser, mais je pense que si on montait beaucoup en volume, clairement, on irait beaucoup plus vite vers quelque chose où on essaierait de voir déjà tout ce qu'on peut passer, en fait, et s'il y a des choses qu'on ne peut pas, de se challenger, mais changer de paradigme. Vu qu'on est une start-up, à notre niveau, le but c'est d'aller vite. Mais c'est clair que si on change de taille, on va dire, c'est plus les mêmes enjeux. T'as répondu à la question? Encore une question? Non? Est-ce que j'ai encore le temps d'une question, moi? Oui. Non, c'est juste pour, en fait, plus pour la partie produit. Vous utilisez l'IA pour faire finalement pas mal de choses en fait, dans Story2Doc notamment. Certaines auraient pu être faites sans IA. Alors,
en termes de réalisation, ça aurait été plus loin, etc. Mais en termes d'expérience utilisateur, est-ce que vous avez benchmarké, détecté que c'était plus intéressant, par exemple, de faire parler une voix humaine que d'avoir un texte qui s'affiche ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez déjà des premiers retours utilisateurs sur certaines features où les utilisateurs ont dit ouais, franchement, ça c'est cool, et puis ça, non, on pourrait s'en passer ou... Est-ce qu'il y a des feedbacks comme ça déjà de votre côté? Oui, bien sûr. Oui. En fait, la voix, par exemple, typiquement, c'était du feedback. Et tout le monde disait ouais, c'est bien, mais c'est toujours chiant. En fait, lire, c'est fatigant. Voilà. Et puis, parce que, vu que la personne, elle doit être focus sur le chant, si elle doit lire un truc qui est à côté du chant, bah, c'est pas le chant. Donc, au final, c'est toujours mieux de pouvoir écouter. Et au final, on devient plus accessible pour des personnes qui vont, voilà, vont pouvoir aussi juste écouter. Donc, ouais, c'était vraiment un besoin utilisateur. Donc on l'a fait, en fait on POC, on teste, et en fait on teste sur les utilisateurs assez vite, on voit si c'est bien et après on généralise. Enfin nous dans notre système de développement on va dire, on détecte des opportunités niveau produit, on utilise un outil qui s'appelle ProdPad qui a énormément d'IA d'ailleurs, qui est assez sympa, il vous génère toutes les user stories que vous allez devoir avoir à gérer en dev potentiellement, et après ça repasse par là. Et donc on fait le développement en interne déjà, on le teste, donc pour nous c'est de discovery, et l'idée c'est de tester avec des gens, quitte à faire des tests, alors on peut faire des tests des fois moins coûteux que de dev, mais avec l'IA, entre nous, il y a des fois, faut juste le faire. Et à partir de là, on veut voir si les personnes sont en succès, ils sont heureux de ça, avant de le déployer. Après, on le déploie chez nous en interne avec des bêta users, d'accord? Donc en interne d'abord, on l'utilise, on joue avec, parce que nous on est notre propre client, donc c'est pas mal, ça a un avantage. Après on déploie des bêta users qui eux le testent avec nous, et on a encore un cycle d'amélioration et ils savent que si on veut on peut killer la feature, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à un niveau qui nous considère ça bien, on ne la mettra peut-être pas, on l'enlèvera. Et après seulement, on la met à tout le monde. Voilà. Ah, une dernière question. Non, parce qu'il y a l'apéro. En plus c'est la question du troll. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'était chouette. Une vraie question de troll. Est-ce qu'il n'y a pas un plan caché, finalement, de récupérer de la data pour entraîner une IA à faire l'inverse? C'est-à-dire, je donne la user story, vous faites l'application. Je donne la user story et l'IA fait l'application. Ah oui, ouais, mais clairement. J'ai rencontré des fondateurs qui sont en train de faire, comment dire, je prends un cahier des charges en gros, un brief, et je génère en fait tout le prototype en UI, enfin tout le prototype UX. On le voit aussi sur lui, enfin voilà, on veut le voir sur tout. Et demain aussi, même la question même, je dirais, de l'interface se pose. Et là, c'est le gros troll. Est-ce qu'il y a encore besoin d'interface en fait? Est-ce que l'interface, elle n'est pas plurielle maintenant? Est-ce que ce ne sera pas généré en temps réel en fonction de ton besoin? Est-ce qu'au final, c'est difficile de faire des vidéos sur un truc qui change tout le temps? Enfin, et encore, nous, quand on a présenté StoryToDoc à des startups qui étaient des chatbots, donc en fait, nous, ce qui est marrant, c'est que des fois, on run les user stories où on record avec une IA sur des bots qui sont de l'IA. Donc on a deux IA qui discutent et quand on valide, on se marre parce qu'on voit, des fois, ils discutent longtemps. Alors qu'en fait, ça devrait pas clôturer vite. En fait. Donc on se dit, bon, bah, c'est bien, ils sont truqués. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que les solutions avec l'IA aiment bien notre outil parce que ça permet de montrer plein de cas d'usage qu'ils n'auraient pas pu montrer facilement avec une vidéo. Et ils peuvent surtout les refaire en fait. Un autre cas qu'on a eu, alors pareil, ça me fait penser à ça, mais c'est connecté. On est un bon outil de QA. Alors QA, je ne vais pas dire QA parce qu'on n'est pas en pré-prod, mais plutôt QC, Quality Control, parce qu'on est en prod. Vu qu'on refait toute la doc, on refait tout, et si ça ne marche pas, on ne peut pas faire la doc. D'accord ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait beaucoup aussi des outils de no-code, en fait, qu'il n'y en avait pas avant, en fait. Des outils de no-code, mais qui, tu ne peux pas faire ta QA, tu as développé, tu as mis de l'argent, enfin du temps, tu as tous tes utilisateurs sur un outil de no-code, en fait, quand ça bug, tu ne sais pas, tu changes un truc et tu ne vois pas. Donc on est aussi utilisé comme ça, en fait. Est-ce que ça répond beaucoup? Ouais. Et ça va, franchement, c'était pas trop. Non. C'est bon? La lumière ici, c'est fou. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous quatre. On peut les applaudir.